Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes de l'environnement, de la culture et des droits humains. Christophe Gatineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes agronome, vous êtes aussi, on dit cultivateur, agriculteur, qu'est-ce que vous préférez ? J'aime bien le mot cultivateur, celui qui cultive son champ en fait. Oui. Donc vous êtes cultivateur, vous êtes aussi écrivain avec des livres de sensibilisation, des livres militants. Bien sûr, oui, bien sûr. Et vous avez réussi un tour de force avec ce livre. Vous êtes emparé en fait d'un sujet qui semble bien peu attrayant, pas du tout sexy, sans aucun intérêt, le ver de terre, le lombric terrestre plus précisément. Et vous avez réussi à l'installer sous les projecteurs, ce tout petit lombric terrestre, de tous les grands médias depuis quelques mois, du journal Le Monde à France Inter, La Croix, Beurre FM, le 28 minutes d'Arte, France 3, l'RTBF et j'en passe. Et tout cela parce que vous avez écrit et publié chez Flammarion, nous sommes dans les locaux de Flammarion à Paris, un livre qui m'a fait passer un très bon moment. Et ce livre, c'est Éloge du ver de terre. Un essai érudit, très drôle, très inquiétant aussi. Alors vous avez eu en fait, vous l'avouez, un coup de foudre, c'est le titre de votre chapitre, page 99, pour ce lombric terrestre et tous ces jouets, vous avez basculé avec un brin d'herbe. Bien sûr. Racontez-nous tout. Oui, quand vous naissez sur une... Moi je viens d'une famille en fait de paysans, de tradition paysanne, on est paysans au fil des générations, depuis peut-être probablement plus de 500 ans. On était implantés, moi je suis né en Saintonge, au bord de la mer, pas loin de Marennes-Oléron en fait, et ma famille a toujours stationné là-bas. Donc bien sûr quand on est au milieu des vers de terre, parce qu'à l'époque, quand je suis né, j'ai l'impression de parler d'un monde qui n'existe plus, c'est ça qui est probablement un peu inquiétant finalement, c'est-à-dire que je suis né au milieu d'une biodiversité extrêmement riche. Les rivières, les marais, je suis né au bord des marais, les fossés étaient pleins de poissons, l'océan était rempli de crustacés, on se nourrissait, nous en tant que paysans, en même temps à l'océan, en même temps avec les poissons d'eau douce, en même temps avec les produits un peu de la chasse, et puis en même temps avec ce que nous cultivions. Alors, faut pas se méprendre sur l'idée de la chasse, c'est-à-dire que mes grands-parents, en fait, mon père... ont raccroché très rapidement le fusil à partir du moment où la biodiversité a commencé à s'effondrer, c'est-à-dire qu'il n'était pas question pour eux d'aller tuer pour tuer. Je me souviens toujours de mon grand-père quand on allait travailler dans les champs pour biner avant l'arrivée du glyphosate, justement, donc on binait les betteraves, et c'était quand même un travail extrêmement pénible. Où des jours durant, on arrachait en fait les herbes qui faisaient concurrence justement aux betteraves, voilà. Et il avait toujours on avait toujours le fusil à proximité, et son truc en fait, c'était de prélever un lièvre. Voilà, il voulait manger un lièvre parce qu'il disait, j'aime bien manger le lièvre une fois par an, voilà. Mais le reste du temps, j'aime bien les voir courir en fait, parce qu'on doit préserver ça. Il y avait un discours extrêmement écologiste, c'est-à-dire qu'il faut en même temps utiliser, je dirais, la ressource. Alors bon, on va résumer ça à la ressource alimentaire, mais en même temps, il faut surtout la préserver. Et mon grand-père était à des années-lumière de se considérer comme un écologiste. Il pensait que c'était comme ça, en fait, c'était notre position d'agriculteur, de personnes qui vivent dans la nature. Bon sens. Le bon sens paysan qu'on appelle, tout simplement, voilà, bien sûr. Mais alors, cette histoire de brin d'herbe... Alors, cette histoire de brin d'herbe, tout simplement, parce que... moment que j'ai beaucoup aimé dans votre livre. Oui, parce qu'en fait, il faut toujours des éléments déclencheurs. C'est-à-dire que j'allais en arriver là, c'est-à-dire qu'on ne naît pas écologiste, en fait. On prend conscience de son environnement au fil du temps, et quand on voit que l'environnement s'appauvrit, parce qu'en fait, quand il s'appauvrit, on y prête d'autant plus on va y prêter d'autant plus d'importance. C'est probablement dommage, mais c'est ainsi. Et moi, je me suis toujours intéressé aux vers de terre. Comme je vous disais tout à l'heure, je suis né au milieu des vers de terre. Les vers de terre, dès qu'on labourait les vers de terre, ils foisonnaient. En fait, alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'aujourd'hui, on pointe le labour comme étant mortifère finalement, alors qu'à l'époque, les paysans labouraient. Alors, ils labouraient de manière
pas comme on laboure aujourd'hui, oui, de manière beaucoup plus superficielle, et leur terre était foisonnée de vers de terre. Et d'ailleurs, même Charles Darwin, en 1882, dans son dernier ouvrage, un éloge remarquable du ver de terre, soulignait cette chose-là. Il y avait même des difficultés à comprendre que dans les jardins qui étaient bêchés, il y avait énormément de vers de terre. Aujourd'hui, on a la réponse par rapport à tout ça. Donc forcément, en tant qu'agronome, c'est-à-dire en m'intéressant forcément aux techniques culturales, à un moment on se dit comment on peut inverser ce processus, comment on peut faire, etc. Donc on s'intéresse aux vers de terre, et puis il y a cette rencontre, évidemment, qui a donné lieu à ce livre, c'est-à-dire j'aperçois un lombric terrestre qui est dans l'herbe, et au petit matin, il est sorti pour brouter, parce que le lombric terrestre broute comme une vache. C'est ça qui est absolument extraordinaire. Il sort de son terrier, il ouvre la porte de son terrier, il broute. Après, une fois qu'il a le ventre plein, il rentre dans son terrier, il referme la porte. Vous savez que ça, on le sait depuis 150 ans. Ça date pas d'aujourd'hui, parce que c'est pas un truc de farfelu. C'est Charles Darwin, quelqu'un qui est extrêmement rationaliste. Tous ces travaux ont été validés par l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, et en l'espèce par Marcel B. Boucher. Voilà. Donc je vois que ce lombric terrestre, il a quelque chose dans la gueule. Alors vous savez, quand on se dit qu'est-ce qu'il a dans la gueule, alors je le prends dans la main, donc c'est pas forcément conseillé, ils n'aiment vraiment pas. Ça les fait stresser énormément, et ça leur fait pas du bien qu'on les prenne dans la main. Je prends la main, et là je m'aperçois qu'il y a un petit brin, une petite chose qui est verte. En fait, c'est un petit brin d'herbe qui probablement qu'il allait grignoter. Et là, je prends le petit brin d'herbe, mais instinctivement, vous savez, j'ai pas réfléchi, etc. Et j'ai voulu lui enlever de la gueule. Et là, ça se passe en un éclair de temps. Il résiste. Il résiste. Voilà. Je dis, waouh. Ben, en fait, ça m'a fait un électrochoc. C'est-à-dire que cette chose, si on peut parler d'une chose finalement, parce que notre rapport au ver de terre, il est inexistant, on n'a aucun moyen de communiquer. Le seul système qu'il a vraiment développé, c'est ses papilles gustatives. Donc sur le plan gustatif, au niveau de ses papilles, c'est extrêmement développé. Voilà, mais il n'a pas Dieu, il ne peut pas me voir, on ne peut pas avoir de relation. Vous savez, avec des animaux sauvages, on peut avoir certaines relations, avec certains oiseaux, même des oiseaux qui sont extrêmement sauvages, volages, on peut à un moment échanger quelque chose, au moins un regard, etc. Même avec un ver de terre, c'est impossible. Donc c'est vrai qu'il y a eu cet échange, et voilà, je me suis dit, faut qu'on fasse quelque chose, faut faire quelque chose pour les sauver finalement. Et sur mon blog du Jardin Vivant, j'ai écrit un article, voilà, une sorte de coup de gueule, qu'il fallait absolument préserver le ver de terre. Et cet article a été, je crois, lu 100 000 fois et a fait un peu la notoriété du... Je me suis dit, voilà, et déjà j'ai continué à écrire sur le ver de terre. Bon, voilà, comment est partie l'histoire. Alors cette mise en scène littéraire que vous créez dans ce livre et qui vous permet d'installer un dialogue plein d'humour avec votre ami Lombric, vraiment plein d'humour, moi c'est vraiment savoureux. En fait, ce processus-là de dialogue et avec l'humour, ça nous aide en fait à vous suivre et à comprendre en quoi notre avenir dépend réellement de ce petit ver que l'on ignore et même que l'on méprise, alors qu'il a un formidable pouvoir, dites-vous. Alors, expliquez-nous, quel est donc ce pouvoir ? Alors, il faut vraiment, on va dire que le ver de terre, c'est comme pour l'abeille, c'est un mot générique, en fait, finalement, parce que quand on dit le ver de terre, il n'existe pas en tant que tel, c'est un ensemble d'espèces. Donc, on doit tout de suite dire qu'il y a entre 6 000 à 8 000 espèces, en fait, sur la Terre, 150 espèces en France, 400 en Europe, et dans un sol cultivé, on peut retrouver entre 20 et 50 espèces. Bon, en général, une cinquantaine d'espèces, en fait, et ces espèces ne vivent pas toujours dans le même milieu, c'est-à-dire on a des espèces qui vont vivre sur le sol, et si vous les mettez dans la terre, elles vont mourir, elles ne sont pas adaptées. Alors on a par exemple les vers de fumier, les vers de terreau, qu'on appelle à tort, vraiment à tort, vers de terre, et que les paysans ne se trompaient pas, ils n'appelaient jamais un ver de terre un ver qui vit dans le fumier, parce qu'il ne peut pas vivre dans le sol. Et puis Comme dans le compost, on pense que ce sont des vers de terre, et en fait, non. Oui, il y a toute une propagande commerciale qui travaille sur cette ambiguïté, en fait, et qui vont assimiler les vers de terre. En tout cas, le ver de terre, j'ai bien vu qu'il y avait aussi une exploitation de mon travail, en fait, pour essayer de vendre des vers qui n'ont rien à faire dans la terre, sinon qui vont au minimum mourir, ou en tout cas faire la nourriture pour les oiseaux ou pour tous les bestiaux qui aiment les vers. En tout cas, ça se finit toujours mal pour eux, quoi. Voilà, bon. Le ver de terre dont je parle, moi, c'est un lombric terrestre. Donc on est sur un animal, on est sur autre chose. Et j'ai oublié votre question. Quel est donc le pouvoir Alors ce pouvoir du ver de terre, tout simplement, il habite dans les profondeurs, on est d'accord, voilà, je vais vous le décrire. La science considère aujourd'hui qu'il vit non pas dans une galerie, mais dans un terrier
qui est vertical et qui descend entre 60 cm et 1 mètre sous la terre, c'est-à-dire qu'il descend grosso modo au niveau des argiles. Il adore l'argile en fait, notre lombric terrestre. Et là, il va se construire une petite chambre, c'est-à-dire il va creuser, il va aménager le sol, c'est là où il va se reposer, puis il va faire des étages à son terrier où il va stocker de la nourriture. Et qu'est-ce qu'il va faire ce ver? D'abord, il représente les vers de terre représentent sous nos latitudes, c'est extrêmement important. Sous les tropiques, c'est tout à fait différent, mais on va s'en tenir à la France. En France, il représente 80% de la masse animale qui fabrique les sols. Et fabriquer les sols, ça veut dire fabriquer la nourriture pour les plantes. Donc son pouvoir, c'est de fabriquer la nourriture pour les plantes. Et comme nous, on se nourrit des plantes, on commence à voir son importance. Mais il possède un pouvoir qu'aucun animal ne possède. C'est-à-dire qu'il va en permanence remuer la terre. C'est-à-dire qu'il va remonter du sous-sol des argiles, qu'il va mélanger en consommant. Lui n'a pas conscience de cette chose-là, mais en consommant de la matière organique, il va mélanger cette matière organique et ces argiles et il va stabiliser en fin de compte la nourriture pour les plantes. Et en même temps, par son travail, parce qu'aussi notre ver de terre, notre lombric terrestre ne consomme pas de terre, bien évidemment, mais si il rencontre de la terre qui est riche en matière organique, et s'il n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais il va avaler cette terre, finalement, pour essayer de digérer ce qu'il y a, les éléments nutritifs. Voilà. Et en les rejetant à la surface, toute une stratégie pour les rejeter à la surface, en fait, il va labourer biologiquement, en fait, un sol. Constamment, il va remettre du sol à la surface. Et là, on a des travaux extrêmement précis. Je crois que seulement Charles Darwin a conduit ces travaux. C'est-à-dire que pendant 30 ans, il a pu observer en fait la prairie qui était en contrebas de chez lui. Donc, ce qu'il a fait, il a déposé sur le sol, sur une grande surface, je crois que c'était du charbon de bois, il a déposé ce charbon de bois. Et puis 30 ans après, il est revenu et il a creusé pour savoir où était parti ce charbon de bois. En fin de compte, le charbon de bois ne pouvant être digéré par aucun micro-organisme. Oui. En fin de compte, il les a retrouvés 15 cm sous terre. Ça veut dire que les vers de terre avaient enterré le charbon de bois. Donc il a divisé ces 15 cm par 30 années. Il s'est dit, voilà, en moyenne, une population moyenne de vers de terre rajoute à la surface, mélange un demi-centimètre de terre, ramène à la surface un demi-centimètre de terre, ce qui est énorme finalement. Et il a poussé beaucoup plus loin parce qu'il a travaillé aussi sur des sites archéologiques en fait, et il s'est aperçu qu'au fil du temps, au fil des centaines d'années et des millénaires, les vers de terre avaient participé à enfouir les monuments, ces monuments anciens, ou par exemple prendre le cas des dolmens, qu'on retrouve sous terre, à des fois avec 1 mètre, 2 mètres sous terre. On dit mais comment ils ont été enfouis? En fait, c'est le travail. Charles Darwin a beaucoup travaillé avec ses fils là-dessus. Il a vraiment mis en évidence qu'ils participaient, en fin de compte, en brassant la terre, à enfouir voilà. Aujourd'hui, on a quasiment remplacé, on a cru pouvoir remplacer le ver de terre par tout un tas de stratégies chimiques ou industrielles, matérielles. Et résultat des courses, en fait, rien ne travaille aussi bien et surtout, c'est même le contraire qui se passe, puisque maintenant on a des sols quasiment stériles, de ce que j'ai compris, qui étaient fertiles. Le ver de terre aujourd'hui, il est menacé, donc notre alimentation est menacée de fait, donc c'est pour ça que notre futur dépend de son avenir, comme votre livre le dit. Quels sont les chiffres aujourd'hui concernant cette disparition? Est-ce qu'on sait Oui, on a des chiffres. Alors il faut vraiment préciser que la disparition, c'est dans les sols cultivés, en fait, dans les milieux qui sont dans les prairies naturelles, où on ne passe pas de pesticides, où on met très peu d'engrais chimiques. En fait, les populations sont plus ou moins préservées. On peut comparer, du coup. Voilà, on peut comparer. Plutôt, on a des données depuis le 19e siècle par rapport à ça. Il y a eu des comptages, il y a eu des travaux qui ont été faits à l'INRA. On sait que dans un sol cultivé, c'est-à-dire un sol qui va être plus ou moins brassé, on va mettre des plantes qui normalement ne sont pas des plantes indigènes, ce sont des plantes exotiques comme le blé, qu'on va cultiver pour nous. Si c'est cultivé en respectant les cycles de la nature, on a une population moyenne qui a à peu près de 1200 kilos en fait, à l'hectare. Voilà, bon. Dans un sol de Beauce, par exemple, où on ne nourrit plus ces vers de terre, on ne nourrit plus la faune du sol, on est à 200 kilos et on peut même chuter à 50 kilos. 50, oui, voilà. J'ai lu ça. C'est-à-dire que là, on est parti dans un système où ça va très très vite. Le cause à effet, c'est que ça s'accélère finalement. C'est ce on parle d'effondrement. L'effondrement, en fait, il est vraiment lié à ces sols cultivés. C'est-à-dire que ces sols cultivés, on ne
nourrit plus le sol, on ne nourrit plus la diversité biologique et on a remplacé cette nourriture organique en fait, par des engrais chimiques pour nourrir directement la plante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous nourrissez plus les animaux qui travaillent pour vous, enfin les vers de terre, mais il y a plein de bestiaux en fait, qui travaillent au niveau du sol, à différentes strates, il y a des champignons, il y a le monde bactérien. À partir du moment où vous ne le nourrissez plus, il meurt de faim, ça s'appelle. C'est finalement assez simple. Donc ça a fonctionné. Notre système en fait, agricole, notre modèle agricole a fonctionné pendant une trentaine d'années parce qu'il y a une cinquantaine d'années, suivant les régions bien évidemment, les sols étaient encore fertiles, c'est-à-dire qu'ils étaient... N'oublions pas que c'est nos ancêtres en fait, on n'est jamais avare pour critiquer ou traiter d'arriérés, ils ont su conserver au fil des millénaires la fertilité des sols. Par une technique en fait, relativement simple, d'abord ils nourrissaient la diversité biologique. Alors, souvent on me dit oui, mais ils ne savaient pas vraiment qui est-ce qu'ils nourrissaient, ils pensaient nourrir le sol. Bien entendu, ils savaient que de toute façon, qu'en nourrissant un milieu, plus le milieu était nourri, plus les plantes étaient grasses finalement. Grasse, ça veut dire qu'elles se développaient en abondance. Et puis, j'ai retrouvé tout simplement dans les recherches, dans les vieux bouquins d'agronomie, donc le plus vieux doit dater du XVIIIe siècle, 1764 exactement, une technique qu'aujourd'hui certains se targuent en agroécologie ou en permaculture qui s'appelle l'interculture, c'est-à-dire que vous cultivez une plante pour vous nourrir et une plante pour la nature. Voilà. Donc une culture, une interculture, la culture pour nourrir la nature et après une autre culture. Voilà. C'est une technique en fait ancestrale. Voilà. Alors c'est un peu comme si on avait redécouvert l'eau chaude. Voilà. Simplement à une époque on se dit c'est totalement inutile tout cela. Voilà. Et n'oublions pas que c'est les agronomes, c'est-à-dire que c'est les gens les plus diplômés, les plus instruits, ceux qui avaient la connaissance qui ont décidé de ça. Jamais les agriculteurs. Parce que les agriculteurs à l'époque, il y a 30 ou 50 ans, qui pratiquant cette interculture, en fait, ils ont été stigmatisés. Moi, j'ai connu cela, en fait, sur la ferme. On disait, mais ça ne sert à rien. Les faux semis, ça ne sert à rien. Mettez un pesticide, ça va beaucoup plus vite. Mais vous ralentissez l'économie. Voilà, ils ont été accusés de tous les maux. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit qu'au fil du temps, de toute façon, les agriculteurs, celui qui cultive la terre, on ne l'a jamais aimé. Hein. Les paysans étaient vraiment... Vous savez, pendant des centaines d'années, les paysans nourrissaient, en fin de compte, les élites. Hein. C'est-à-dire que tous ceux qui ne travaillaient pas, le clergé et puis la noblesse et la bourgeoisie, etc. Et je crois que c'est Voltaire qui avait souligné qu'à l'époque, c'était aussi les paysans qui crevaient de faim. Et je crois qu'on est toujours dans ce même rapport, il y a un mépris. Puisque on revient à une époque où, après que les rendements aient explosé, on est de nouveau dans une situation où les agriculteurs sont en difficulté. Sont en difficulté. Puis il y a un agribashing qui est aujourd'hui absolument intolérable. C'est-à-dire que certains gens voient un agriculteur en train de dépendre des pesticides. C'est un meurtrier, c'est un criminel. Non, mais personne. La société civile ne prend pas compte qu'il fait partie d'un système. Certes un élément. Il ne peut pas nier sa responsabilité. Voilà. Mais on lui a quand même enseigné de faire comme cela. On lui a dit c'est bien de faire comme ça. Je veux dire, les enseignants n'ont jamais été, l'enseignement agricole n'a jamais été en fin de compte mis sur la sellette. Les multinationales, hormis Monsanto et puis son glyphosate, les multinationales, les sociétés américaines n'ont jamais été mis sur la sellette en fait. Les agriculteurs sont des victimes aussi du système. Je ne sais pas pour les exonérer, je veux dire attention, loin de moi cette idée, je veux dire des imbéciles il y en a partout. Dans tous les milieux. Et quelque part, c'est ce qui est rassurant. Mais il y a des gens vraiment bien en agriculture. Il y a vraiment des gens... Moi, je préfère même un agriculteur qui aujourd'hui, parce qu'il est sur des céréales et qui va utiliser du glyphosate. Mais le glyphosate, c'est pas forcément le pesticide le plus méchant. Il y a vraiment des trucs qui sont beaucoup plus redoutables. C'est plus médiatisé pour l'instant. C'est plus médiatisé. Je veux dire, j'ai rencontré des agriculteurs qui mettaient du glyphosate, qui disaient voilà, c'est qu'un stade intermédiaire. Voilà, je veux trouver des solutions. Voilà. Il y a vraiment des gens. Et puis il y a des gens qui vont vous dire le glyphosate, c'est la solution, ça fait partie de l'agriculture écologique, ça fait partie du modèle, c'est pas grave. Ça m'inquiète plutôt. Voilà, toutes ces certitudes m'inquiètent. Mais vous savez, aujourd'hui, l'agriculture bio n'est pas parfaite. Elle a oublié de nourrir ses sols, elle a oublié de nourrir les insectes, elle a oublié de nourrir la nature. Donc, je veux dire, plutôt que de s'accuser mutuellement de mal faire les choses, moi j'ai plutôt envie de voir ceux qui font plutôt correctement les choses. Et en bio, on a quand même tenté de s'émanciper des pesticides, c'était quand même plutôt une bonne chose. Oui. Et chez les agriculteurs qui passent des pesticides, il y a des gens qui essaient de trouver vraiment des solutions pour s'en passer. Je pense que voilà, c'est plutôt intéressant de voir les choses dans ce sens-là. D'accord, je suis d'accord.
très vite dans le livre, vous exposez les principaux responsables de la disparition du ver de terre, on vient d'en parler, donc la chimie et le pétrole, qui tuent la biodiversité et la vie du sol. Donc les sols fertiles sont devenus stériles. Est-ce que l'on sait dans quelle proportion les sols aujourd'hui sont abîmés et pour combien de temps? On a des chiffres officiels en fait. Les chiffres officiels ils viennent du gouvernement tout simplement. On sait qu'en Europe en fait il y a un quart des sols cultivés qui sont en état d'érosion. Ça veut dire en état d'érosion, c'est-à-dire qu'ils sont en train de rejoindre les rivières. C'est-à-dire que toute la réserve nutritive des plantes en fait part sous l'effet de la pluie, du vent, etc. Oui. On l'a vu l'été dernier en Beauce. Le sol s'envole tout simplement sous l'action. Ça, c'est pas un phénomène naturel. On sait non, que c'est dû à... non, c'est dû à des mauvaises pratiques en fait. Et ce sol, il n'est pas né avec la terre en fait. Il a été fabriqué par les animaux, il a été fabriqué par le vivant en fait. Et c'est à partir de ce sol que les plantes ont pu se développer conjointement en fait au développement de vivants à la surface de la terre, quoi, tout simplement. Mais alors pour reconstituer ces sols, eh bien tout dépend de leur état en fait, mais ça peut prendre entre quelques siècles et quelques millénaires, tout dépend. De toute façon, il faudra la matière organique et toute la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on peut reconstituer un sol en 30-40 ans, on sait faire ça, même peut-être sur 10 ans, on sait faire avec énormément de matière organique. Le seul souci, c'est que si vous prenez énormément de matière organique pour reconstituer un sol, c'est que vous appauvrissez un autre sol. C'est-à-dire qu'on est toujours à la préhistoire en fait, la préhistoire, une sorte de préhistoire agricole, on n'a toujours pas compris en fait comment augmenter le potentiel d'un sol sans défertiliser un autre sol en fait. Voilà. En fin de compte, ce que j'essaie simplement de souligner, le danger en fait, c'est qu'en fait on a un approfondissement des sols, donc de notre ressource pour pouvoir nous nourrir, et on a une augmentation de la population. Parce que si on revient aux données d'il y a 10 000 ans, il y a 10 000 ans, je crois, suivant les recherches qui ont été faites, on était entre 5 et 10 millions d'êtres humains sur l'ensemble de la planète. Là, il y aura assez de ressources pour nourrir à 5 à 10 millions. Cependant, qui est-ce qu'on élimine? Ça va être la question. Voilà. Et en fait, la réponse, on la connaît. Elle va passer par la souffrance. C'est ça qui est intolérable. Voilà. Et elle va passer, en tout cas, par une stigmatisation des plus démunis. Et on le voit sur le plan politique. On accuse toujours les plus démunis d'être le problème, finalement. Ceux qui méritent le moins de vivre. C'est terrible, ça. Vous dites que le problème, c'est la grande bascule. Qu'est-ce que c'est la grande bascule? La grande bascule, c'est exactement cela. C'est-à-dire que le moment où l'agriculteur, c'est un symbole, l'agriculteur cesse de nourrir la diversité biologique pour nourrir directement avec l'engrais chimique la plante. Et ça, c'était il y a combien de temps? Ça se développe en France, on va dire en France, aux États-Unis c'était bien avant, mais en France ça prend vraiment de l'essor dans les années 60-70. Voilà. On enseigne vraiment aux agriculteurs, moi on m'a enseigné comme ça en fait, on enseigne aux agriculteurs, ne perdez plus votre temps, le fumier de vos animaux, alors bien sûr le fumier humain ne vaut strictement rien, c'est vraiment le déchet ultime, mais le fumier de vos animaux ça sert à rien en fait. Voilà. Et donc on voit des agriculteurs mettre ça dans un coin de champ, où moi j'ai vu des gens le balancer dans une carrière, ça ne sert à rien, on met de l'engrais chimique, c'est calculé, les ordinateurs, on voit aussi augmenter l'arrivée des machines à calculer, des premiers ordinateurs. Une gestion très électronique. Oui, très rationnelle en fin de compte du milieu, la plante a besoin de tant d'unités d'azote, on va lui donner, elle a besoin de ci, on va lui donner, et en fait on déséquilibre. En parallèle, on déséquilibre le fonctionnement biologique des plantes, et donc, étant déséquilibrées, leur système immunitaire s'affaiblit, donc elles sont plus sensibles aux maladies et aux parasites. Donc l'industrie dit, de toute façon, on a les médicaments, vous inquiétez pas, ça on sait faire, et toute l'affaire est partie comme ça. Et il ne faut vraiment pas vouloir aux agriculteurs, ils ont été obligés. Parce que c'est très difficile de se faire stigmatiser sans cesse en disant qu'on a un arriéré mental, quoi. Parce qu'on les a traités comme ça, on les a maltraités, en fait, maltraités. La science et les gens qui avaient la connaissance ont très très grande, à mon avis, responsabilité. Oui, parce qu'en fait, on les a trompés. Mais bien entendu, manifestement trompés. J'ai été trompé. Eux ne savaient pas. Voilà. Ah non, mais j'ai été trompé et je ne le savais pas. Je connais beaucoup d'agriculteurs ou de vignerons et ils n'avaient pas conscience à l'époque de faire mal. Non, il y avait aucune. On n'avait pas identifié les conséquences de. D'ailleurs, les techniciens agricoles, les conseillers agricoles disent faites-nous confiance.
Nous, on sait, vous ne savez pas, faites-nous confiance. Et aujourd'hui, c'est eux qu'on accuse. Hein. Comme le serpent dans les dessins animés qui hypnotise. Très très bien, c'est exactement ça. Alors, page 57, vous écrivez, c'est le ver de terre qui vous parle. Affamés et empoisonnés par la montée en puissance des pesticides, nos populations ont commencé à décliner avant de s'effondrer. La mort avait planté ses tentacules chez nous et lentement, elle faisait son œuvre. Et nous sommes d'autant plus sidérés, donc ce sont les vers de terre qui parlent, nous sommes d'autant plus sidérés que depuis la naissance des milieux cultivés, nous vivions en harmonie avec vous, chacun trouvant son compte dans cette collaboration fructueuse. Mais soudain, comme un coup de Trafalgar, vous avez pris l'initiative de vous émanciper de l'écosystème terrestre. Est-ce que vous pouvez déjà nous décrire ce qu'est un écosystème, en quelques mots ? Oui, alors déjà, je vais vous dire que je suis tombé quand même sur le dialogue que j'ai établi avec ce ver de terre. On a quand même affaire à un révolutionnaire. Oui, j'ai bien compris. Oui, voilà. Il balance pas mal. Il balance pas mal, je trouve, même parfois un petit peu insolent finalement. Quoi. Oui. Voilà, bon. Mais après, c'est ce qui le rend sympathique. C'est probablement ce qui le rend sympathique, en fait. Bien, en fait, on pense la nature en termes d'espèces. On pense la nature humaine comme un ensemble de personnalités, ce que l'on refuse d'ailleurs aux animaux. On refuse, alors aux plantes, on ne va pas en parler, mais aux animaux, on leur refuse l'idée de la personnalité. Que, au sein d'une espèce, chaque individu est une personnalité différente. Alors, tous les gens qui ont travaillé avec les animaux, moi j'étais berger, vacher, j'ai beaucoup observé la nature, on sait que chaque animal, en fin de compte, a une personnalité aussi forte en fait qu'un individu, qu'un humain. Voilà, bon. Alors on pense en termes d'espèces. En fait, il faut penser une espèce, elle n'existe que par rapport aux autres espèces. D'ailleurs, si dans le livre, je fais intervenir beaucoup d'animaux, en fait, je parle beaucoup des animaux, des abeilles, du renard, etc., c'est qu'on ne peut pas mieux comprendre une espèce qu'à travers le regard des autres espèces, en fait. Et un écosystème, c'est pour un milieu donné un ensemble d'espèces qui vont vivre et trouver leur compte et se développer dans une sorte d'équilibre précaire. Et dès qu'une espèce prend le dessus sur toutes les autres espèces, alors on pourrait dire qu'au niveau de la Terre, notre espèce a pris le dessus. En fait, généralement, ça va jusqu'au cataclysme, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre solution que de retrouver un équilibre. Dans certains champs, on voit par exemple il manque certains prédateurs, comme les rapaces. On voit par exemple les mulots surdéveloppés, donc ils épuisent la réserve, et puis après ils passent l'arme à gauche, et puis voilà, il faut toujours un rétablissement, enfin une sorte d'équilibre précaire. Nous, on a éliminé tous nos prédateurs. Enfin, on contrôle nos prédateurs en fait. Donc bien sûr, on a pu se développer. Voilà, on ne craint rien en France. Vous pouvez aller dormir dans une forêt, vous n'allez pas vous faire boulotter par une sorte de carnivore qu'à la dalle. Non, ça n'existe plus en fait. Donc l'écosystème, il faut toujours penser un milieu par rapport à un système, ce qu'on appelle un système écologique. C'est un ensemble d'espèces qui cohabitent ensemble en fait, où chacun se nourrit de l'autre. Voilà. Oui, et il y a une interdépendance en fait. Totale. Voilà, et moi ce qui m'étonne beaucoup là, parce que cette interdépendance, la notion d'écosystème, dont on prend bien conscience dans votre livre, dans certains documentaires aussi, bien sûr. Je ne comprends pas qu'elle soit aussi absente dans notre vie quotidienne. Donc la chimie semble se moquer de ses conséquences sur les écosystèmes, puisqu'elle traite des choses particulières, sans visiblement... En fait, la loi autorise la chimie à être ce qu'elle est, finalement, parce que la nature n'existe pas au sens du législateur, comme le ver de terre, comme les insectes, ils n'existent pas. On ne les a pas reconnus. Il n'y a pas de protection. Il n'y a aucun statut juridique pour l'instant. Pas de statut juridique. En fait, vous avez le droit d'éliminer ce qui n'existe pas, puisque ça n'existe pas. Et du coup, est-ce que l'on n'aurait pas intérêt, même dès les programmes scolaires pour les petits et dans les médias, à nous expliquer plus cette notion d'écosystème, d'interdépendance de la vie, des systèmes vivants? On n'en parle quasiment jamais. Enfin, j'imagine que vous savez comment fonctionne l'éducation nationale et l'enseignement agricole, en fait. C'est-à-dire, pas très bien. Oui, moi je connais assez bien, en fait, pour y avoir passé un petit moment de ma vie. Voilà. On voit bien que les systèmes, c'est pas de là, en fait, que la révolution va naître. Voilà. Il faut revoir entièrement l'apprentissage, les apprentissages, la maîtrise des savoirs, le donner goût
au savoir. Les gens qui partent en vacances et qui ont quelquefois des comportements qui peuvent être très nuisibles pour la nature, pour la faune, pour la flore, on voit bien qu'il n'y a pas de conscience de cette interdépendance, des conséquences de ce qu'on fait. Oui, mais c'est un problème de conception du monde, en fait. Vous savez, voilà. Depuis le développement sur la Terre de ce que j'appelle de ces religions du Dieu unique, qui datent à peu près de 2500 ans, etc., ou 2000 ans, et qui ont imposé une certaine conception du monde, en fait. Et on est toujours dans cette conception du monde, et on voit qu'elle a 1789, dans la Révolution française, en fait, on n'a pas changé cette conception, non, on l'a vraiment ancrée, en fait, et on le voit aujourd'hui dans la société civile, en fait. Les privilèges n'ont pas changé de camp, on ne va pas du tout vers une société du bien-être, en fait. Et toute cette hiérarchie pyramidale est vraiment ancrée. Si vous prenez un petit bourdon, quand il a la langue trop courte, vous savez ce qu'il fait ? Il va sous la fleur, il perce un trou, puis il accède directement au nectar, au miel. Voilà. Il est malin, ce petit bourdon. Parce que vous expliquez aussi qu'il suit les abeilles pour... Oui, lui, plutôt que de s'embêter à chercher la ressource, il observe et il va là où les abeilles butinent, etc. Mais ce qui est surtout rigolo, c'est que quand ce petit bourdon, il va percer, en fin de compte, à la base de la fleur pour récupérer le miel parce qu'il a la langue trop courte, les abeilles, vous savez ce qu'elles font ? Elles l'observent et elles vont s'enfiler dans le petit trou pour elles aussi aller chercher la réserve sucrée. Non, je pense que le monde du vivant est intelligent. Vous comprenez, c'est pas l'espèce humaine. Alors, il y a des espèces qui ont été obligées de développer des stratégies. Nous, on est obligés de développer des stratégies parce que nous sommes des proies, on n'est pas des prédateurs dans la nature. Donc c'était pour nous défendre. Mais chez les insectes, j'étudie beaucoup les insectes, chez les insectes, on trouve des stratégies vraiment analogues. Quand c'est question de survie, on trouve des solutions pour ne pas mourir finalement. Alors, vous n'êtes pas très favorable à ce qu'on appelle la transition écologique. Vous dites qu'elle n'est qu'un leurre. J'aimerais bien que vous puissiez nous expliquer pourquoi. La transition écologique, elle sous-entend que le modèle de développement que nous avons aujourd'hui n'est pas satisfaisant, il faut aller vers un autre modèle de développement. Voilà. Bon. Nous parlons depuis une dizaine d'années de cette transition écologique. On a bien un ministère de la transition écologique. Mais alors, quel est cet autre modèle ? Moi, je connais l'autre modèle, mais est-ce que c'est le modèle qui nous a proposé ? Non. En fin de compte, pour moi, c'est la propagande politicienne, parce que depuis que le ministère de la Transition, depuis qu'on parle d'écologie, etc., la biodiversité continue toujours à s'effondrer, donc on ne prend toujours pas en compte qu'il y a d'autres êtres vivants qui sont aussi importants que nous sur la Terre, on ne collabore toujours pas avec la nature, donc finalement, il n'y a aucun changement. Donc la transition, c'est comme, moi j'ai pris l'image du pont, c'est comme d'aller d'une rive à une autre rive. Alors dans ces cas-là, politiquement, qu'on nous dise vers quelle autre rive nous allons. Sur notre rive, c'est toujours la domination de l'argent, donc c'est le même modèle, donc c'est un leurre, donc c'est de la propagande. Et on l'a vu dernièrement sur le plan politique avec la taxe carbone. La taxe carbone qui est normalement censée, où depuis 2014 on met la tête dans le crâne des citoyens que cette taxe est pour alimenter la transition écologique, alors qu'en fin de compte, elles vont directement pour pallier aux réductions de charges des grandes entreprises. Donc vous êtes agronome spécialisé en agroécologie. Vous vous êtes aussi intéressé dans vos précédents livres à la permaculture. Oui. Quelle différence entre toutes ces approches ? Parce que pour les personnes qui ne sont pas dedans, ça devient compliqué de se retrouver dans toutes ces formes de... Je vais être très clair avec vous, en fait. Ce sont des mots qui servent surtout à la propagande idéologique. Moi, je viens d'une ferme qui était en permaculture, permanence de l'agriculture, mais ce concept, quand il est arrivé, d'abord ce concept de l'idée de la permanence de l'agriculture, en fait, donc de la préservation de tous les cycles naturels, il est né aux États-Unis en 1910. Il est né dans la tête d'agronomes qui disaient qu'on n'était plus déjà dans le bon sens. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, comme ils ont énormément défriché, ils ont été très rapidement victimes de l'érosion, ce qui n'était pas du tout le cas en Occident et particulièrement en France, en fait. Donc les agronomes ont commencé à s'alerter en disant, voilà, est-ce que c'est le bon sens ? Ils ont commencé à s'inquiéter déjà sur la permanence. Est-ce que ça va durer longtemps, en fait ? Et cette idée, elle est ressortie de nouveau en Australie. Pourquoi en Australie ? Parce qu'on allait dans tous les sens, en tout cas dans très très mauvais sens, parce que je crois que la plus grande ferme au monde se trouve là-bas, sur ce continent. Je ne voudrais pas raconter de bêtises, mais je crois qu'elle fait 2 millions d'hectares, la ferme. Voilà, bon. Et elle est née dans la tête d'un universitaire. Et tout de suite, elle a été prise au sérieux parce qu'elle est née dans le cerveau d'un universitaire, en fait. Elle serait née dans le cerveau d'un aborigène. On aurait dit que c'était
un mauvais enfin en tout cas un sauvage, hein, je veux dire, ou dans un paysan on aurait dit que c'était un pauvre type, et comme c'était un universitaire on en a pris compte très rapidement, et c'était bien au départ la permaculture. L'idée de la permanence c'est de créer un système agricole périn, durable, voilà, c'était ça l'idée. Et puis cet universitaire, voyant que son idée faisait chemin un peu partout, qu'il pouvait surtout en tirer profit, il a créé ce qu'on appelle la permaculture, qui est autour du design, etc., piochant chez les hindouistes, piochant beaucoup chez les taoïstes, etc., comme ça pouvait se faire, vous savez, dans les années 70. Moi, je connais bien, hein, je suis issu de la fin du mouvement hippie, on allait piocher un peu toutes ces idées révolutionnaires, et puis il a décrété que c'était les siennes, hein, vous savez. Je crois qu'il était pourtant dans un pays où les aborigènes étaient probablement une des civilisations les plus avancées que nous ayons eues, avec des philosophies, un rapport à la terre tout à fait exceptionnel. Hein, voilà, bon, il a appris aussi chez les aborigènes, et puis il a dit c'est moi qui ai inventé ça. Bon, je résume, j'ai raccourci, etc. Mais en tout cas, la cible de la permaculture, ce n'était pas les gens qui vivaient avec la terre, mais bien les citadins, parce que de toute façon, en tant que citadin, on a à un moment besoin de rêver que la nature, elle est indemne autour de chez soi, en fait, hein, en dehors des villes, en dehors de ces milieux artificiels, et qu'il y a encore un espoir que tout est possible. Voilà, c'est ça l'idée. Donc moi, je suis beaucoup intéressé parce qu'à une certaine époque, en France, des travaux ont été publiés sur les rendements exceptionnels, en fait, que pouvait produire la permaculture. Et tout ça, évidemment, une gigantesque farce, et ça a donné lieu à mon premier livre, hein, voilà, pour dénoncer cela. Et par rapport à l'agroécologie ? L'agroécologie, c'est à peu près la même chose, voilà. D'accord. Donc finalement, vous ne défendez ni la permaculture, ni l'agroécologie ? Non, moi je défends simplement, la seule chose que je défends, c'est l'agriculture qui coopère avec la nature, voilà. Et elle peut être permaculture, elle peut être agroécologie. Parce que ça ne me semble pas incompatible. Non, mais vous savez, l'agroécologie, aujourd'hui, la définition de l'agroécologie, c'est pas du tout cela, en fait, hein, c'est ça. Et puis, on a plusieurs définitions de l'agroécologie. Le mot agroécologie a été d'ailleurs beaucoup plus manipulé que le mot permaculture, finalement, quoi. Parce que la permaculture urbaine, pour moi, c'est un vrai sens, j'ai toujours défendu ça. Au niveau urbain, c'est un vrai sens sur le plan social. Voilà. Elle a un sens, moi, d'une certaine manière, je suis en permaculture, mais je préfère dire que je cultive en collaboration avec la nature. Voilà. Au moins, c'est clair. Mes partenaires, ce sont les vers de terre, ce sont les insectes, ce sont tout ce qui m'environne. Et là, il n'y a plus... voilà. Et je ne vais pas les empoisonner. Sous la précédente présidence de François Hollande, donc, vous avez écrit une lettre à François Hollande qui est restée sans réponse, je crois, bien sûr, toujours à ce jour. Bon. Et dans un billet tout récent, puisque nous sommes aujourd'hui le 20 ou 21 janvier, dans un billet du 19 janvier sur votre blog, votre blog Jardin Vivant, hein, sur Internet, jardinvivant.com.fr. Vous vous adressez à nouveau au président de la République, donc Emmanuel Macron, et dans ce billet, vous demandez un statut juridique à la nature. Il y a maintenant quelques rares endroits dans le monde où la nature a obtenu des droits. Donc je cite quand même le Gange en Inde, mais l'arrêt a été cassé 4 mois plus tard par la Cour de justice, donc c'est pas... Mais en Équateur, en Nouvelle-Zélande, sont des rares cas. On sait que la juriste Valérie Cabanès et de plus en plus de personnes se battent sur la planète en ce moment pour que soit reconnu le crime d'écocide. Y êtes-vous favorable ? J'ai cru comprendre que oui tout à l'heure dans l'interview. Enfin, pas forcément au crime d'écocide, mais en tout cas à ce qu'un statut juridique puisse permettre des actions en justice. À mon avis, je ne pense pas qu'il faut forcément aller en justice. Je crois qu'il faut donner un statut juridique. Il faut donner des droits à la nature, il faut donner des droits aux animaux et pour les faire respecter face et après on les fera respecter. Voilà. Mais créons déjà le droit. Et quand je propose au président Macron, je dis qu'il faut innover dans ce secteur-là, et il peut innover en fait, parce que de toute façon nous devons changer de modèle. Voilà, on n'a pas d'autre choix. Alors on changera de modèle de fait dans 50 ans ou un siècle, une fois que les dégâts seront faits, ça c'est clair et net. Voilà, bon, ce serait plutôt le moment d'innover. Voilà. Aujourd'hui, donc j'invite toutes les personnes qui s'intéresseront à cette interview à aller voir donc la reproduction de ces deux lettres, et surtout de la dernière, là, Emmanuel Macron. J'imagine que vous nous tiendrez au courant si vous avez un rendez-vous, je crois, vous demandez un rendez-vous. Oui. J'ai bon espoir. Hein. J'ai déjà été reçu il y a une quinzaine d'années à Matignon, j'ai reçu au ministère de l'Agriculture, des petites choses. On peut peut-être faire changer les... Je crois qu'on peut faire changer les choses. Je dirais que
Moi, j'ai pas de leçon à faire. Je fais de mon mieux. Je crois que je peux faire ça, donc je le fais. Après, vous savez, personne n'aurait mis un popec sur mon livre L'éloge du ver de terre il y a 6 mois. Et ça fait donc depuis le mois de septembre que le ver de terre est dans tous les médias, c'est repris par d'autres médias, tout le monde en parle, etc. Et à force, l'idée fait son chemin dans l'opinion publique. Et quand on comprendra que nous n'avons pas d'autre choix que de coopérer avec ce dont nous faisons partie, le monde du vivant, les choses changeront naturellement, mais le changement, de toute façon, il est politique. Les règles de la société doivent changer, et voilà. Sur le site du gouvernement Mon projet pour la planète, on trouve votre projet Sauver le ver de terre. Oui. En quelques mots, de quoi s'agit-il ? En fait, c'était un projet qui avait été déposé, qui était soumis à une élection citoyenne. Donc, je crois qu'au départ, il y a 1700 projets, 400 projets qui ont été sélectionnés par le ministère, qui ont été soumis à ce vote, et le projet Sauver le ver de terre, donc qui consiste à réhabiliter le ver de terre dans le modèle agricole, donc c'est vraiment un projet professionnel, a été élu en tête des projets pour la reconquête de la biodiversité. C'est quand même les citoyens qui ont choisi, donc on avance de ce côté-là. L'objectif par rapport L'objectif, c'était d'apporter des financements à l'association Le Jardin Vivant, parce que le Jardin Vivant, c'est un blog, mais en même temps, c'est une association qui œuvre sur le terrain. Et par ailleurs, on aide des paysans, c'est arrivé au Mali, etc. Enfin bon, en Afrique, je n'ai pas envie trop de m'étendre là-dessus. C'est-à-dire qu'on apporte un conseil technique gratuit pour que les petits agriculteurs retrouvent leur autonomie, voilà, tout simplement. Est-ce que vous avez bon espoir ? Oui, je crois qu'il faut, en tout cas, je crois qu'il faut faire de son mieux pour les générations futures. Moi, quand je suis né, en fait, le monde était éternel. Aujourd'hui, les enfants, quand ils écoutent les médias, le monde va se finir, voilà. Et eux, ils l'ont pas choisi. Et moi, si j'étais à leur place, je serais super en colère, voilà. On leur a bousillé, en fait, le futur. Et voilà, je ne veux pas dire que je me sens une culpabilité, une responsabilité, mais je fais le nécessaire pour essayer de corriger les choses, parce que, comme tout le monde, j'ai fermé aussi les yeux, on en a tous bien profité, et tous les vieux, parce que je fais partie quand même de cette dernière catégorie, on en a vachement profité, quoi. Voilà, voilà, c'est tout. Merci beaucoup Christophe Gatineau. C'est moi qui vous remercie, vous rigolez. L'éloge du ver de terre, chez Flammarion. Notre futur dépend de son avenir. Vous pouvez retrouver toutes les autres interviews du podcast de So Sweet Planet sur le site sosweetplanet.com. Une interview réalisée par Anne Greff.